Hello, bonjour, comment allez-vous? Donc nous sommes le dimanche, le jour qui vient après le samedi, où j'ai publié quelque chose. J'ai publié une vidéo hier, enfin, j'ai essayé durant ma vidéo en fait, de me soulager, de me traiter. J'ai essayé de faire, de réaliser en fait une thérapie, comme je le fais à chaque fois. Le but de mes vidéos, c'est un but purement thérapeutique. Et donc c'est purement égoïste. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je fais pour les autres. Ce n'est pas quelque chose que je fais euh, dans un but altruiste ou dans un but d'aider qui que ce soit. Si ça aide, tant mieux. Et si ça n'aide pas, de toute façon, ce n'était pas le but, ce n'était pas le but de faire ces vidéos. Donc, nous sommes le dimanche. Et je dois vraiment, vraiment être masochiste, je dois vraiment me détester ou je dois vraiment être vraiment dérangé pour mettre la photo que vous voyez devant vous. Donc le fond que j'ai devant moi pour enregistrer en fait cette vidéo, c'est un fond qui est... D'abord les couleurs sont joyeuses et puis le texte est aussi, on va dire, positif. C'est un texte que, qui est prononcé par monsieur tout le monde, par une personne normale, on va dire. Une personne qui ne souffre pas, une personne qui n'est pas malade, une personne qui n'a pas en fait cette douleur dans la poitrine. Et, et moi, le maître, c'est mettre cette photo et la regarder, c'est comme me rappeler à chaque instant mon état. Donc à chaque instant, je me rappelle mon état, ça me rappelle mon état. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux plus euh, fréquenter, euh, fréquenter les personnes normales, on va dire, entre guillemets. Je n'arrive plus à fréquenter les gens normaux. C'est la raison pour laquelle je n'y arrive plus. C'est parce que eux euh, vont en fait me ramener à mon état. Et donc ils vont me ramener à mon état à chaque fois qu'ils vont prononcer une phrase ou parler de quelque chose que je ne vis plus, je ne sais pas. Le fait d'avoir du plaisir en sortant, avoir du plaisir en faisant telle ou telle activité, me parler de leur travail, me parler de leurs problèmes, qui ne sont en fait pour moi pas des problèmes, parce que vu l'état dans lequel je me trouve, les problèmes au quotidien sont déjà assez compliqués et sont déjà pour moi euh, assez compliqués à gérer. Euh, donc j'essaye toujours d'éviter en fait de confronter un problème qui me dépasse. Moi, je me limite aux petites, en fait, aux petits tracas du quotidien et puis c'est tout. Parce que déjà là, pour moi, c'est très compliqué avec la dépression de gérer en fait ces tracas. Donc j'essaie de les éviter, donc j'essaie de sortir au minimum, j'essaie de rester chez moi, j'essaie de rester dans ma chambre. J'essaie de- voilà, j'essaie de me protéger au maximum. Vu mon état fragile, et vu le fait que je suis très fragile, émotionnellement, psychologiquement, mentalement, voilà, je suis très très fragile et vu que ces jours-ci, je suis aussi
j'ai aussi une forte anxiété. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis vivant, mais pas vivant. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'état est toujours le même. On peut revenir en arrière, on peut revenir en arrière, et on peut même aller à la première vidéo et voir que ce n'est pas un état passager, que c'est un état qui est actuellement permanent. Donc c'est une souffrance qui est permanente. Donc si la souffrance est permanente, il faut aussi une solution permanente. Je sais que ça choque parce que en fait les gens n'arrivent pas en fait à se placer de ton point de vue. Donc eux, ils sont dans leur vie, ils ont ils sont en pleine santé ou ils ont au moins un minimum de santé mentale, etc. Donc ils n'arrivent pas en fait à se projeter donc, et à dire si c'était moi, et si c'était moi, et si c'était moi qui étais comme ça, comment je réagirais? Ça, c'est quelque chose qui est difficile, qui est difficile. C'est un exercice mental qui est difficile à faire parce qu'il est abstrait, parce que c'est un exercice qui est complètement abstrait. Donc je pardonne, je pardonne, mais je n'écoute pas. Donc dès que tu as quelqu'un qui vient te parler, qui commence à te couper la parole et à te dire je vais te donner des conseils, je vais te dire quoi faire, et il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, euh, et que et dès que tu ne vas pas l'écouter, dès que tu ne vas pas en fait essayer de comment dire dès que tu ne vas pas accepter, on va dire, ce qu'il dit, ce qu'il raconte, et en fait assimiler ce qu'il dit et ce qu'il raconte, parce que ce qu'il dit et ce qu'il raconte, ce n'est pas basé sur une expérience, c'est juste basé sur, sur ses croyances. C'est pas quelqu'un qui est comme toi. Moi, j'essaie plus d'écouter quelqu'un qui est comme moi, qui a peut-être vécu des choses comme moi. Donc là, lui donner, je vais peut-être plus lui donner mon oreille. Je vais peut-être plus l'écouter. Je vais peut-être pas tout prendre, mais même si j'arrive à trouver juste une ou deux choses dans tout ce qu'il a dit qui vont me servir parce qu'au final nous sommes tous différents. Ça sera déjà, ça sera déjà quelque chose de positif. Voilà. Vous dites que on dit souvent que je suis toujours pessimiste, négatif, mais je suis pas pessimiste, négatif, je suis juste déprimé. En fait, je suis juste déprimé, je vis une dépression et puis c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Donc voilà, donc dimanche, longue journée, idée noire, fatigue. Donc malgré le sommeil, je me sens fatigué. Je suis en train de faire cette vidéo et c'est très compliqué et c'est très laborieux en fait, c'est laborieux. Mais laborieux jusqu'à un degré pas possible. Donc j'essaye tant bien que mal en fait de la faire, mais euh, la souffrance et puis pas seulement la souffrance, mais la comment dire l'incompréhension euh, et le fait de ne pas encore avoir de porte de sortie crée encore plus de tension chez moi. Donc si par exemple on m'avait dit tu as une porte de sortie, si tu veux mourir maintenant, tout de suite, là, maintenant, tu as le droit de mourir et tu as comment mourir maintenant. Maintenant, 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 alors que je ne veux pas. Encore si je finis cet enregistrement, je vais m'allonger et puis il y a une solution, que ce soit
le médecin qui te pique ou un médicament que tu peux aller acheter en pharmacie avec une ordonnance d'un médecin, etc., qui te donne ça, ou encore un produit qui est en vente libre pour n'importe qui pense qu'en fait sa vie, euh, qui pense qu'en fait il ne peut plus rien apporter en fait à sa vie et qu'il n'a plus d'espoir. C'est qu'il ne peut plus rien apporter et que sa vie ne peut plus rien lui apporter. Voilà. Quelqu'un qui souffre et qui sait qu'en fait sa maladie ne fera que s'aggraver et que sa maladie ne fera en fait que, 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 de toute façon que l'empêcher de vivre, même pas que l'empêcher de vivre, elle ne le fera que souffrir. Voilà. Donc si c'est comme ça devrait être possible. Je le dis toujours, je suis là, je suis là, je suis là parmi vous ce dimanche. Je fais cet enregistrement. Je bois mon café, et je fais cet enregistrement. Et je suis en train de regarder les murs. Bon, c'est pas que des murs, il y a des tableaux. Je suis en train de regarder des tableaux. Voilà, je regarde des tableaux. Mais je regarde des tableaux, je regarde les murs, mon cerveau aussi, ou mes pensées sont partout. Je passe d'une idée à l'autre, mais ce que je dis, et ce que je prononce maintenant, c'est simplement ce que je ressens. Et ce sont les idées qui tournent dans ma tête à longueur de journée. Ce sont les choses qui tournent et qui tournent et qui ruminent. Je rumine ces idées pratiquement toute la journée. Et même durant mon sommeil, ces idées-là ne me quittent pas en fait. Elles ne me quittent pas, elles ne me quittent jamais. La souffrance, en fait, la souffrance, on ne peut la comprendre, on ne peut pas comprendre la souffrance. C'est ça, parce que la souffrance, c'est quelque chose qui est physique. Ouais, ce que je ressens, moi, c'est physique. Je le ressens en moi. Ça m'empêche de sortir, ça m'empêche d'avoir du plaisir. Le fait de ne plus avoir de plaisir, c'est quoi? Ce n'est pas psychologique. Parce qu'on on fait toujours, en fait, on essaie toujours de séparer le physique et le psychologique. C'est quelque chose pour moi qui est totalement aberrant. C'est totalement aberrant. Pourquoi? Parce que pour ressentir du plaisir, le plaisir qu'on ressent dans notre vie, un peu partout, bah, il est dans notre cerveau. C'est notre cerveau qui génère ce plaisir par la sécrétion de je ne sais quoi, etc. C'est ça qui, en fait, euh, qui, euh, qui crée du plaisir. Parce que là, je ne suis pas une âme devant vous. Je suis un être humain en chair et en os. Je sens mon cœur battre, je respire, j'expire et j'inspire. Je suis quelqu'un qui sans oxygène, sans mon sang, etc., je ne serais pas là, sans mon cerveau. Je ne suis pas une âme, je suis un être humain en chair et en os. Si on essaie de me couper la main, eh ben ça va me faire mal. Ce n'est pas quelque chose qui est psychologique. Même lorsqu'on me blesse avec un mot, eh ben cette blessure, je la ressens dans mon corps. Je la ressens dans mon corps. Je commence peut-être à trembler, mon cœur commence à battre rapidement, donc c'est de l'anxiété. Je commence à avoir des poussées d'adrénaline, etc., etc. Donc c'est un changement interne qui se passe lorsqu'on blesse quelqu'un, même juste avec un mot. Ce n'est pas psychologiquement qu'on le blesse, mais peut-être qu'on le blesse dans son cerveau, donc dans sa tête, mais ce qu'il ressent, c'est une sensation qui est physique, qui est totalement physique. Donc séparer les deux, pour moi, c'est une aberration. Parce que dites-moi une seule chose, lorsque, je ne sais pas, lorsque les gens recherchent du plaisir, lorsque les gens recherchent du plaisir, ce plaisir-là, il est où? Ils le ressentent dans leur corps, pas dans leur esprit.
C'est dans leur corps qu'ils ressentent ce plaisir. C'est à l'intérieur d'eux qu'ils ressentent ce plaisir. Donc c'est à travers leur corps. Donc dire que ma- toi tu souffres de maladies psychologiques et l'autre souffre de maladies physiques, pour moi c'est une aberration. Moi je dirais que on souffre tous, on peut dire ça comme ça, mais on ne peut pas séparer les deux. Voilà. Les deux sont reliés. D'accord? Parce que lorsque l'on traite le mot, lorsque un mot arrive, même un mot blessant arrive, lorsque on l'entend par nos oreilles, donc nos oreilles c'est aussi un récepteur physique. Ça aussi, c'est pas psychologique, c'est pas quelque chose c'est pas une âme, nos oreilles. Et puis lorsque c'est traité et lorsque ça rentre, et lorsque c'est traité par le cerveau, et lorsque le cerveau considère en fait, vu ce qu'il sait et vu ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, ou je ne sais quoi, vu ce qu'il sait, ce qu'il pense, et comment il a été en fait formé, que ce soit par son environnement ou par sa génétique ou voilà, par tout ce qui fait il a certaines idées et il va traiter certaines idées de telle ou telle façon, eh ben, il y a un traitement qui va se faire au niveau des neurones et au niveau de ces neurones-là, un traitement qui va se faire et qui va considérer qu'en fait la personne qui est devant lui, elle est peut-être un- elle représente peut-être un danger pour lui, etc., etc. Et puis ça va passer à l'intérieur du corps, et puis il va y avoir une réaction de ce corps-là. Donc c'était pas quelque chose qui sort de nulle part, etc. Et pas ça, n'importe quel médecin sérieux ou scientifique sérieux ne peut réfuter en fait ce fait. C'est un fait, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose qui... c'est un fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui est mesuré, qu'on peut mesurer. Voilà. On ne peut pas séparer les deux, dire cela va provoquer cela et cela va provoquer cela. Même les idées qui sont traumatisants, même les traumatismes que l'on vit dans notre vie, eh ben, ce sont des traumatismes qui sont en fait comme dans un disque dur d'ordinateur, c'est quelque chose qui est enregistré dans le cerveau. Donc c'est enregistré dans le cerveau, ce n'est pas dans la nature, dans une âme ou je ne sais quoi. Ce n'est pas dans une âme, c'est dans le cerveau que s'enregistre le traumatisme. C'est vrai que qu'aujourd'hui, on ne comprend pas encore le cerveau à 100%. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives à travers le monde qui veulent en fait essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau, etc., pour justement essayer de traiter certaines maladies, comme par exemple la dépression, ou l'anxiété, ou voilà, le suicide, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'initiatives à travers le monde qui essayent que ce soit par l'intelligence artificielle, que ce soit même par le fait de en fait, simuler le fonctionnement en fait, des neurones, etc. Et voilà, parce qu'on ne comprend pas encore très bien le cerveau, donc lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on essaie toujours de créer un concept irréel, voilà, basé sur rien du tout, pour en fait justifier, pas pour justifier, mais pour expliquer tel ou tel phénomène. Donc l'âme, on essaie toujours on va toujours essayer de faire cette séparation euh, parce que c'est quelque chose qui est pour nous incompréhensible. Donc voilà. Ouais, je dis ça parce que je m'intéresse des fois à ça, parce que vu que j'ai rien à faire la journée, donc j'aime bien m'intéresser à tout ce qui est scientifique, tout ce qui est recherche scientifique, etc. et tout. Vu que je viens d'un domaine technique, mais tel n'est pas le sujet, en fait il n'y a pas de sujet. Euh, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que l'être humain n'arrive pas en fait à comprendre cette souffrance. Il n'arrive pas à comprendre que cette souffrance, elle se répercute directement sur le physique. C'est 100% répercuté sur le physique. Donc on le ressent. Physiquement, on le ressent. Quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui est fatigué de tout. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer. C'est quelqu'un qui n'arrive pas en fait à avoir une nuit un sommeil réparateur. C'est quelqu'un qui va qui va s'énerver rapidement, donc c'est une personne qui est irritable.
C'est une personne qui ne va plus ressentir de plaisir, voilà. C'est-à-dire le plaisir, la personne ne ressent plus le plaisir. Donc le plaisir, c'est quelque chose de physique finalement. Parce que lorsque le cerveau ne marche plus, lorsqu'on n'arrive plus à ressentir ce plaisir-là, ce plaisir, il vient d'où? Donc lorsqu'il y a dérèglement dans le cerveau, eh ben, le plaisir, on ne le ressent plus. Donc c'est où? Je vous laisse répondre, je vous laisse répondre à la question. Donc le centre du plaisir, ou je ne sais quoi, il est situé où? Voilà, dans le cerveau. Donc dans le cerveau, donc dans un organe qui est en fait défini. Voilà, donc c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour beaucoup de gens parce que en fonction des croyances de chacun, euh, moi j'ai pas à discuter ça, chacun sa croyance, chacun a quoi il croit, mais lorsqu'il s'agit de science et lorsqu'il s'agit en fait même pas de science, c'est juste de bon sens parce que moi je le vis, donc la dépression je la vis à l'intérieur de moi. Je la vis dans ce corps-là, je la ressens dans ce corps-là, dans mon corps, je ressens ma dépression. Et je le ressens, je la ressens chaque instant, chaque minute, chaque instant qui passe, chaque seconde qui passe des fois. Des fois, j'ai des moments où je ne sens plus rien parce que je suis un peu égaré. Et j'aime bien ces moments-là parce que ce sont des moments qui font passer le temps et qui ne font pas mal en fait, où la dépression n'est ou la dépression, où je ne ressens pas la dépression, voilà, où je la ressens plus. Donc je ne la vis plus. Donc c'est comme les moments où, par exemple, facile à. Donc c'est comme les moments où, par exemple, on est en fait, on va dire, on a un mal de tête ou ou on a une grippe ou n'importe quelle maladie. Lorsqu'on vit une maladie, il y a des moments où on ressent ce mal de tête ou on ressent ce mal de tête, mais on va pas le ressentir, on va pas, on va pas comment dire, euh, on va pas, notre cerveau, notre pensée ne va pas se concentrer en fait à nous transmettre euh, cette douleur toute la journée. Ce n'est pas à chaque instant, à chaque instant. Sinon, ça devient grave et puis on, on- on risque en fait de perdre connaissance ou je ne sais quoi, ou d'être transféré aux urgences. Mais il y a des moments, même lorsqu'on est atteint de grippe, etc., ou de rhume, ou je ne sais quoi, on ne va pas penser à notre nez qui coule chaque instant, je dis. Donc, je fais cette analogie parce que c'est plus facile à comprendre. Donc il y a toujours des moments, je ne sais pas, à 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, en fonction de ce qui se passe dans la journée, en fonction sur quoi on est concentré, ou en fonction voilà, de l'évolution en fait de la maladie durant la journée, durant une journée. Donc il y a toujours des moments où on est entre guillemets libéré de cette maladie. Même, je parle même des maux de tête, la même chose. Les maux de tête, ben, il y a des moments où euh, on va pas ressentir cette douleur. La douleur, elle existe, mais notre cerveau, je ne sais pas, nos récepteurs dans notre cerveau et puis nos nerfs, notre système nerveux ne va pas nous transmettre en fait l'information à chaque seconde. Donc il y a toujours des moments pendant la journée où on ne va pas vivre notre maladie. Donc c'est pour ça que tout le temps, moi, pratiquement tout le temps dans toutes mes vidéos, je parle en fait comment dire, je parle toujours voilà, de moments où je me sens plus mal que d'autres. Et je parle toujours de moments peut-être d'égarement ou des moments d'évasion pendant la dépression ou durant la dépression. Donc c'est pas des moments où la dépression disparaît comme ça, c'est juste que notre cerveau est concentré sur autre chose. Donc il reçoit des signaux, donc des signaux nerveux, donc des signaux, et puis il peut pas traiter tous les signaux. Donc en fait, il va pas traiter tous les signaux, il va peut-être il y a peut-être une priorité dans le traitement des signaux nerveux. Donc, il y a dans certaines périodes de la journée, peut-être la priorité n'est pas à te faire vivre en fait comment dire l'anxiété que je ressens. Par exemple, l'anxiété que je ressens,
ben, je vais pas la ressentir 100% toute la journée. Il y aura peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peut-être même 1 heure. 1 heure, j'exagère un peu. Mais vous avez compris l'idée. Donc il y a toujours des moments où notre cerveau ne va pas nous transmettre en fait la maladie ou le mal qu'on ressent. Donc ce n'est pas, c'est ces moments-là où on est un peu libéré, on va dire, de la maladie. Mais grosso modo, la maladie est toujours là. Donc le nez qui coule, il coule du matin jusqu'au soir, mais il y a toujours des petits moments durant la journée où on est peut-être plus concentré par quelque chose, ou je ne sais pas, où on ne va pas en fait penser on ne va pas recevoir en fait l'information et qui est en fait une souffrance, grosso modo. Donc voilà, pourquoi je parle de ça, pourquoi je me fais mal à la tête à parler de tout ça, mais euh, j'essaie en fait juste d'oublier en fait. Voilà, ça c'est je vais dire que faire ces enregistrements, ça me permet aussi de me soulager un peu, même si c'est vraiment, vraiment, vraiment temporaire, euh, mais c'est dur, c'est très, très dur, c'est très, très dur. Plusieurs moments où je veux pleurer, et plusieurs moments où je veux que la fin soit là. Parce que c'est ça, moi, mon désir, c'est que la fin soit déjà là. Donc c'est difficile d'être toujours là. C'est difficile d'être toujours vivant. C'est très difficile. C'est extrêmement difficile d'être toujours vivant. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile d'être toujours vivant, d'être toujours là et de toujours avoir même que ce soit à passer une journée. Passer une journée pour moi c'est une épreuve. Juste passer une journée, c'est une épreuve. Passer une journée, c'est une épreuve. Je- L'analogie que je peux faire, c'est que moi je me sens dans une prison. Je suis dans une prison. Donc qu'elle soit mentale, qu'elle soit dans mon cerveau, mais je suis dans une prison. Donc c'est comme voilà, c'est comme vivre en prison chaque jour. On vit en prison chaque jour, mais on n'est pas vraiment en prison, mais on est en prison et nous on le sait. Et des fois on n'arrive pas en fait à- on n'arrive pratiquement jamais. Les gens qui sont comme moi, ils arrivent pratiquement jamais à exprimer en fait toute leur souffrance en fait et à faire comprendre à leurs proches et aux gens qui les entourent toute cette souffrance. Donc c'est pour ça qu'ils sont incompris souvent et ils sont peut-être critiqués, etc., etc. Mais moi, je ne voudrais plus exister. Voilà, ça c'est quelque chose que dont je parle. Je parle du suicide assisté, je parle de dignitas, je parle de tout ça parce que c'est ce que je veux. De toute façon, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que, en fait, chaque personne, et j'espère que toutes les cours du monde, euh, tous les tribunaux du monde arriveront à la même conclusion parce que c'est un droit qui est humain. Elle a conclu que n'importe quel adulte qui a en fait, qui est en fait, qui est rationnel et qui peut en fait décider pour lui-même a le droit de mettre fin à sa vie quand bon lui semble. Voilà. Donc il n'y a pas en fait il ne faut même pas donner une raison, mais bon, vu que vu que vu qu'ils veulent garder, ils veulent encore pas encore, ils ne veulent pas en fait, comment dire, choquer l'opinion publique parce que l'opinion publique, elle est toujours très très en retard, je dirais. Et puis ils doivent quand même, ils doivent quand même en fait justifier en fait le suicide assisté. Donc ça doit être une maladie mentale, par exemple la dépression, qui dure depuis très longtemps. Et la personne qui veut en fait mourir doit avoir en fait doit en fait posséder la capacité de discernement et la capacité de décision. Donc elle doit toujours avoir sa capacité de décision. Ma capacité de décision, je l'ai ou je l'ai pas? Je vous parle. La capacité de décision, c'est tout simplement être en fait en mesure de décider pour soi, de se dire, voilà ma situation, voilà l'avenir, voilà le passé, voilà ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire que depuis que j'ai 17 ans, 16 ans, 15 ans, je ne sais quoi, ou 14 ans, en tout cas,
depuis mon adolescence et même un peu durant mon enfance, j'ai toujours en fait euh, j'ai toujours eu cette dépression avec moi, donc elle a toujours été là en moi, d'accord? Donc elle a toujours été là pour moi. J'ai fait beaucoup de rechutes. Je peux pas encore les citer maintenant parce que je suis à la fin de la vidéo et je suis très fatigué. Mentalement, je suis épuisé. Mon cerveau est épuisé. Donc je vais essayer de parler parce que ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est pour ça que je commence à parler rapidement, etc. Donc ça me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui est important. Donc, donc voilà. Donc j'ai la capacité de discernement, c'est tout simplement ça, c'est dire voilà ce qui s'est passé dans le passé. Voilà ce que je suis, voilà ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire ne pas être en fait, ne pas avoir la maladie. En fait, la décision ne doit pas être en fait un symptôme de la maladie tout simplement. Donc ça c'est pas parce que les gens qui sont déprimés ou dépressifs, etc. Souvent, lorsqu'ils sont dans une crise, mais une crise majeure, etc., ils peuvent ne plus avoir de capacité de discernement. Certains, pas tous. Et puis, ils peuvent en fait vouloir mourir, pas vouloir vraiment mourir, mais c'est peut-être la dépression qui provoque en fait le fait de vouloir mourir. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu la dépression et qui l'ont vécu pendant longtemps et qui ont fait beaucoup de tentatives de suicide aussi, d'accord? Comme moi. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas encore réussi à quitter ce monde, d'accord? Et lorsqu'ils veulent mourir, ils préfèrent en fait le demander ou le faire d'une façon en fait civilisée et d'une façon en fait paisible. Ils ne veulent pas en fait souffrir pour mourir. Et donc, ils décident en fait d'avoir recours à un suicide assisté. Donc, le suicide assisté, qu'est-ce que la personne va te dire, ou le médecin pour te faire en fait l'ordonnance du produit, ou etc., ou pour le suicide assisté, qu'est-ce qu'il a besoin, le médecin? Il a besoin en fait de te dire, de voir que ta maladie, elle est incurable, résistante aux médicaments, et qu'elle dure depuis longtemps. Voilà. Donc, lorsqu'il voit qu'en fait la maladie, elle dure depuis longtemps, elle est incurable et ta souffrance, elle est pratiquement quotidienne et ta décision, et tu gardes en fait la même décision pendant très longtemps. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai fait ces vidéos. C'est juste pour montrer que si on voit ces vidéos, et en plus j'ai commencé à les faire depuis 2017, mais j'ai retiré j'ai retiré les anciennes vidéos, je sais pas pourquoi, parce que j'avais honte, mais j'ai pas à avoir honte. C'est pas moi, je suis comme ça, et puis c'est tout. Et puis avoir honte de quoi? Je m'en fous. En tout cas, avoir honte de quelque chose qui est intrinsèquement en moi et que je n'ai pas choisi. Ce que je n'ai pas choisi, parce qu'au final, si on dit avoir honte, mais avoir honte de quelque chose qu'on a fait, ça veut dire volontairement on a fait quelque chose de mal, etc. Et puis le regrette peut-être, etc. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quoi cette ostracisation de la maladie mentale, etc. Pourquoi? Moi, j'ai pas, j'ai pas à avoir honte. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait qui justifie justement le fait de me sentir coupable. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai un peu expliqué le suicide assisté parce que c'est pas parce que si c'est un adolescent, c'est quelqu'un de jeune qui a vécu en fait une expérience choquante ou un événement choquant et qui veut directement après aller se suicider, peut-être que cette personne-là devrait euh, cette personne-là ne va pas en fait ne va peut-être pas être acceptée justement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être un suicide qui est impulsif, qui est sur le moment. Donc, sur ce moment, ça veut dire, pendant ce moment-là, je me sens vraiment mal et je n'ai plus le contrôle de moi-même. Et puis, voilà. Donc, et là, je vais tenter d'arrêter la douleur à ce moment-là. Mais peut-être que le jour d'après ou dans un mois, dans une semaine, peut-être que les choses vont changer, voilà. Et peut-être que, et si les choses changent, et si on garde toujours le même désir, voilà ce qui s'est passé chez moi. C'est ce qui s'est passé chez moi, c'est que moi, j'ai toujours eu envie de mourir, mais le truc, c'est qu'il y a des moments où on a plus envie de mourir que d'autres. Mais chez moi, le désir de mourir a toujours été là. Donc même dans les moments de crise ou dans les moments où, entre guillemets, je me sens mieux. Pourquoi? Parce que ma situation ne s'améliore pas vraiment.
Voilà, c'est pas parce que je n'ai pas de crise. Là, je n'ai pas de crise. Là, j'ai un peu d'anxiété, ça c'est vrai. Euh, mais je n'ai pas de crise majeure. Mais je veux toujours en finir. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est ce qui est demandé justement lorsqu'on applique. Il faut que, il faut que ce désir, ou il faut que cette volonté d'en finir avec la souffrance, euh, elle soit répétée. Voilà. Elle soit répétée et consistante. Donc, euh, il ne faut pas changer d'avis. Voilà. Lorsqu'on ne change pas d'avis, ça veut dire à un certain moment que peut-être que cette personne, elle le veut vraiment. Voilà. Donc je vous laisse et puis je vous dis voilà, lisez ce qu'il y a écrit sur la photo. Donc Happy Sunday à tout le monde. Bye.